Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une analyse pronostique du combat Main Event qui aura lieu à l'UFC 290 à la T-Mobile Arena pour le titre des poids plumes dans la nuit du 8 au 9 juillet 2023. C'est le mec qui va trop loin. Avec ce combat qui va opposer Alexander Volkanovski contre Yair Rodriguez. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'analyse puisqu'on est sur les podcasts d'actu. On l'a dit, on ne fera que ce combat-là pour une simple et bonne raison, c'est que il faut du temps pour préparer une analyse, qu'on fait beaucoup plus de contenu et donc forcément on est obligé de faire des arbitrages. Et comme on essaye d'être vraiment complet sur les podcasts d'analyse pronostique, forcément on peut pas le faire sur un millier de combats et on essaie de se concentrer sur les combats peut-être les plus hypants. Et là pour le coup c'est celui-ci quoi. Le retour de Alexander Volkanovski dans sa catégorie pour aller combattre un nouveau contender qu'il n'a jamais affronté, Yair Rodriguez. Un des seuls qu'il n'a pas affronté. Oui. Pour le coup, oui, c'est vrai qu'il y a certains combats qu'il a fait plusieurs fois. Il a déjà fait Max Holloway plusieurs fois. Il y a qui d'autre encore qu'il a affronté Ortega, oui, mais plusieurs fois. Ortega, il l'a affronté qu'une seule fois. Ouais, Korean Zombie aussi. Enfin bon, autant dire qu'il a roulé sur tout le monde. Ouais, il a battu tout le monde. Voilà. Donc ça fait du bien d'avoir un nouveau contender. Et donc, on va voir en fait si Volkanovski est toujours le patron dans sa catégorie ou si il doit acter sa montée définitivement, entre guillemets. Donc, commençons, une fois n'est pas coutume, par le tail of the tape. Volkanovski, c'est 1m68 pour une allonge immense. Donc, il est petit, mais il a une allonge immense d'1m81,6 cm. Ça veut rien dire, 1m81,6 cm. 181,6 cm. Donc, 25 victoires, 12 KO, 3 soumissions et 10 décisions. Et il a 2 défaites, 1 KO et une décision. Donc, en sachant que cette défaite par décision, c'est celle qu'il a eue contre Makhachev dans la catégorie du dessus. Sinon, dans sa carrière et dans sa catégorie, je crois même que dans sa catégorie, il n'a jamais été vaincu. Ouais, je crois pas. Je crois que sa défaite, il était plus lourd. Quand il a commencé, il était en welter, il me semble. C'est ça. Donc dans cette catégorie-là, il n'a jamais perdu jusqu'à aujourd'hui. Rodriguez est plus grand puisque c'est 1m81 et une allonge de 180,3 cm avec 15 victoires, 5 KO, 4 décisions. Oh, ça va mal aujourd'hui. 4 soumissions, 6 décisions et 3 défaites, 2 KO et une décision. Ouais. Donc, beaucoup plus d'expérience chez Volkanovski. Commençons par la boxe. Donc, Volkanovski, c'est une boxe très complète. On l'a déjà analysé, on le sait très bien de toute façon, avec un gros volume de frappe qui est couplé en fait avec un cardio illimité qui lui permet en fait de tenir le rythme sur les 5 rounds et surtout de ne pas avoir de déchets dans sa boxe au fur et à mesure des rounds. C'est vraiment ça. Pour le coup, même au contraire, il va monter en puissance au fur et à mesure des rounds à partir du moment où il va commencer d'une part à analyser le style de son adversaire et d'autre part à monter en confiance. Donc c'est vraiment ça. Tu sens en plus que la confiance, c'est un élément grave important chez Volkanovski. Tu sens que quand il est en pleine confiance, c'est foutu. Oui, c'est clair. C'est quand il commence vraiment à comprendre que tu ne pourras pas l'atteindre, que tu ne pourras pas le toucher, pas le mettre KO, que dans le rapport de force, il est meilleur, à ce moment-là, c'est fini. C'est fini, tu peux plus le briser. Déjà que c'est un sportif de haut niveau, t'es pas champion depuis aussi longtemps à avoir roulé sur tous les noms de ta catégorie, même les anciens champions, puisqu'il avait roulé sur Aldo en son temps et tout ça. Donc, tu sais que de toute façon, c'est que dans ta tête, t'es intestable. On peut pas te briser. Donc voilà. Et je ne suis pas sûr qu'Yair Rodriguez arrive à le briser. On va voir ça, on va en discuter, mais je le sens trop solide pour ça. Trop d'expérience. C'est un boxeur qui feinte énormément aussi, un combattant qui feinte énormément, justement grâce aussi à ce volume, ça lui permet d'envoyer en fait toutes ses feintes et de ne pas se fatiguer en fait, tout simplement. Au sujet des feintes, il en a plusieurs, elles sont nombreuses. Feinte du jab, ainsi que du check en fait. Il check pour trouver son timing avec son jab. Donc ça c'est classique hein, en général de venir checker, jabber pour trouver le timing, pour trouver la bonne distance, pour comprendre un petit peu le momentum de ton adversaire. Mais ce qu'il fait plus quand même, c'est utiliser sa main arrière en fait pour aussi checker et pour préparer son jab. En fait, ça lui permet de
de maximiser la distance, entre guillemets. Parce que le fait qu'il ait de la longe et qu'il vienne checker avec sa main arrière pour ensuite avancer, envoyer son jab, en fait, tout simplement, ça permet de compenser le fait qu'il soit plus petit, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il a une grande allonge, mais comme il est plus petit, ça lui permet en fait de pouvoir casser la distance un petit peu plus, de rentrer plus au niveau. Donc voilà. Il a des feintes avec ses jambes aussi, avec sa jambe avant pour ensuite envoyer son middle. Donc ça c'est la première des feintes, son middle jambe avant, c'est-à-dire de la même jambe. Donc il va venir, il va lever un peu le genou, il va envoyer le middle. Finalement les feintes on les retrouve toujours un petit peu, c'est toujours systématiquement les mêmes, mais il en a tellement en fait que ça le rend difficile à lire. Ensuite il a le low kick avant pour envoyer le high kick aussi de la jambe avant. Ouais, donc en fait il a énormément sa jambe avant. Exactement. Et tout ça le rend difficile à lire. Donc vraiment c'est ça. Au niveau des feintes en tout cas c'est vraiment ce qu'il fait. Donc mais tu peux comprendre en fait le système. S'il feinte et qu'il n'envoie pas, ça va être un middle. S'il envoie le low kick, ça va être pour envoyer le high kick derrière. Ce qui est cohérent en vrai, parce que tu fais focaliser l'adversaire sur la partie basse pour ensuite pouvoir monter. En fait c'est vraiment ça. Et puis en plus tu peux même te poser la question, est-ce que comme il envoie le low kick, je vais pouvoir lui saisir la jambe? Donc forcément tu vas baisser tes mains. Et là derrière tu peux prendre le high kick pleine balle. Donc ça c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne fait pas low kick middle, parce qu'en fait, saisir un middle, saisir un low kick, finalement, le chemin à parcourir il est moins long, c'est plus facile à anticiper. Donc, mais cette feinte, en tout cas, low kick, high kick, on la retrouvera aussi chez Yair Rodriguez. C'est quelque chose qui est totalement cohérent dans le travail en fait en boxe. Sa gestion de la distance et ses déplacements sont redoutables, parce que c'est ça sa grande force en fait. C'est que il sait exactement où il est par rapport à son adversaire à chaque fois dans le combat. Donc et c'est parfait pour lui, puisque encore une fois, étant un combattant plus petit, il doit savoir être à distance pour ensuite pouvoir rentrer quand il le décide. C'est vraiment ça. On l'a vu et il a masterisé ça aussi quand il était face à Makhachev, qui était beaucoup plus puissant que lui et qui était d'une envergure plus grande que les adversaires qu'il a l'habitude de rencontrer. Malgré ça, il a réussi quand même à prendre très peu de coups finalement dans le combat. Alors il en a pris certaines qui l'ont touché durement, on l'a vu, il a fait l'ascenseur et tout ça, mais sinon en tant que tel, il n'est pas beaucoup marqué. Quand on le regarde en fin de combat, il n'est pas beaucoup marqué. Et c'est pas parce que il a un visage qui marque pas, mais c'est parce qu'en vrai, il prend très peu de coups. Il prend très peu de coups, mais dans chaque combat, il se fait quand même toucher plus ou moins durement. Oui, mais c'est normal parce qu'il engage. Tu vois, il reste pas à distance en plus. Il est obligé de toute façon. Bah oui. Donc forcément, il y aura toujours un moment où tu vas en prendre un ou deux, c'est normal. Mais sur l'entièreté du combat, quand tu vois lui les dégâts qu'il impose à ses adversaires et les dégâts que lui reçoit, il n'y a pas photo. Tu vois, il en prend quand même très peu. D'autant plus que ceux qu'il prend, il a une mâchoire qui est tellement robuste que il tombe pas. Enfin, tu vois, là, il a vraiment fallu que ça soit un adversaire plus massif que lui, parce que pour le coup, c'est un gros gabarit dans sa catégorie, Makhachev. Donc, il a fallu que lui soit vraiment au max de son volume pour l'ébranler, ne serait-ce qu'un peu. Mais j'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire l'ascenseur dans sa caté. Qu'est-ce que tu en penses? Oh si, une fois, il a titubé sur un high kick de Holloway. Ouais. Dans le deuxième combat, je crois. Et oui, contre Ortega aussi. Hein. À un moment, il prend une bonne droite sur. Bon, après, il est déséquilibré parce qu'il envoie un low kick à ce moment-là. Tu sais, Ortega, il saisit la jambe et il rentre la droite. Et après, il saute sur la guillotine. Mais il est pas touché quand même. Il se fait toucher, mais il est déséquilibré. Ouais. Il est encore bien. Alors, quand je parle touché, c'est-à-dire dans le sens où tu sens que, tu vois, il a la boxe de l'homme sous derrière. Tu vois. Non. Mis à part le high kick de Holloway, je pense que non, on l'a jamais vu ébranler. Ouais, c'est assez rare. Il est maître du positionnement et du timing sur son adversaire. Donc, il part à droite et quand on le suit, tu sais, c'est là où il va retourner à gauche pour être excentré et démarrer son attaque. En fait, c'est vraiment ça. Il fait des feintes, il se déplace. Il fait des changements de positionnement. Ça, je pense aussi que ça doit lui venir. Tu sais, on capitalise souvent sur les sports qu'on a fait à l'origine. Le fait qu'il vienne du rugby et qu'il y ait beaucoup de changements d'appui, je pense que tout ça, c'est des choses qu'il a tellement emmagasinées, tu sais, avec justement son ancienne carrière,
qu'aujourd'hui, en fait, c'est pour ça qu'il arrive à se déplacer aussi bien et surtout latéralement. Tu sais, dans le rugby, tu as beaucoup de passages justement où tu pars latéralement pour éviter tes adversaires qui te foncent dessus, tu vois. Et quand tu transposes ça après dans la boxe, ça fait des merveilles. On retrouve ça aussi avec Cyril Gane. Tu sais, Cyril Gane qui lui a fait du basket, aussi du foot et du basket. Et du foot, ouais. Et je pense que ça l'aide beaucoup en fait dans ses déplacements. Le fait qu'il soit aussi aérien, je pense que c'est dû aussi à cette ancienne carrière-là, quoi. Ouais, c'est sûr. En fait, tu crées une mémoire musculaire et derrière, après, tu n'as plus qu'à la transposer en fait sur une nouvelle discipline. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est aussi une grosse force pour lui. Il recule pour que l'adversaire le suive, pour ensuite être dans le bon timing pour exploser et en fait toucher avec son jab. Donc ça aussi, il a cette faculté, tu sais, à absorber l'adversaire pour aller le toucher. Et Yair Rodriguez le fait, on le verra tout à l'heure, mais pour autre chose. Le fait d'absorber l'adversaire et de le faire venir à soi. Quand il décide de passer à l'attaque, il fait ça en explosion. En fait, il ressort ses enchaînements avec une grande facilité. Il est rarement contré. On l'a dit tout à l'heure. Quand il commence à rentrer, quand vraiment il décide d'exploser et de venir à l'attaque, il est rarement contré, pour le coup. Je sais pas ce que tu en penses, mais il surprend en fait. Et en plus, ouais. il se couvre bien, il rentre bien la tête le menton dans les épaules, il rentre, il fait son petit pas, donc il avance en changeant de garde. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il vient de checker avec sa main arrière. Comme ça, il se couvre en même temps, il avance et il envoie des crochets dès qu'il rentre. Il envoie des crochets dès qu'il rentre. Et puis en plus, comme il se met très bas, il est déjà plus petit et qu'en plus, il descend son centre de gravité, ce qui fait que quand tu veux le contrer, forcément, la plupart du temps, ça passe au-dessus, quoi. Ouais. Ça passe au-dessus. En plus, il arrive à se décaler. Il a un bon mouvement de buste quand même. Donc, les frappes passent sur les côtés. Non, honnêtement, il a réussi à masteriser le fait d'avoir une responsabilité défensive dans son attaque. Tu sais. Donc, c'est vraiment ça. Son jab, c'est sa principale arme. C'est son arme de destruction massive. Au fur et à mesure des combats, on l'a vu. Il l'a peaufiné. On sent qu'il est de plus en plus efficace. Il transperce l'adversaire, même s'il commence à mi-course, en fait, il transperce l'adversaire. Vraiment, on sent que c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts. Les 3/4 des dégâts qu'il impose à son adversaire, c'est grâce à son jab. En fait, c'est vraiment magnifique. Et ça, ce jab, c'est dû à son allonge aussi. Tu vois, pour le coup, c'est l'arme des grandes allonges. Et là, lui, il sait l'exploiter à la perfection. C'est dû à son allonge et au fait qu'au moment où il lance, soit il lance en avançant, donc il te transperce, soit il lance quand toi t'avances. Ouais. Donc, avec un bon timing. Tu t'en parles dessus. C'est ça. Le moment où il choisit d'envoyer ses frappes, c'est toujours le bon moment. Oui. Mais ça va avec sa lucidité dans le combat. Hein. Parce que c'est vrai qu'on parle trop peu de ça, de la lucidité dans le combat. En général, les bons contreurs en boxe, c'est des gens qui arrivent à rester calmes dans les échanges, avec les yeux bien ouverts. Et tu regardes tout à l'heure, je regardais, parce que j'ai plus regardé Yair Rodriguez, que on n'a pas eu l'occasion d'analyser encore. Donc, je l'ai plus regardé lui, mais tout à l'heure, je regardais justement encore des combats de Volkanovski pour me remettre un peu dedans. Et quand tu regardes sur les ralentis, c'est là où c'est vraiment flagrant. Vous ferez attention dans les ralentis. Quand vous le regardez, vous voyez que le regard, il n'y a jamais le regard qui est détourné de son adversaire. Il est toujours focus sur l'adversaire. Et même dans les échanges les plus durs, entre guillemets, il sait toujours où est son adversaire. Il l'a toujours, en fait, dans le viseur. Là où certains pourraient un peu tourner la tête. Enfin, tu sais, ça arrive même chez les combattants professionnels, hein, où tu vas tourner les épaules, tu vas tourner un peu la tête, tu vas arriver, tu vas quitter un peu ton adversaire des yeux. Lui, non, il est toujours focus sur son adversaire, ce qui lui permet en fait de sentir en fait la bonne fenêtre pour pouvoir contrer directement ou être efficace dans l'échange, quoi. Ouais. Après, moi, juste pour revenir à ces kicks, je trouve qu'il les utilise un peu moins. Il a mis plus l'accent un peu sur l'anglaise. Je suis d'accord. Il les utilise moins qu'avant. Avant, il envoyait beaucoup de low kicks surtout. Il scorait énormément avec ses low kicks. Et là, tu sens que ça va avec le fait qu'il ait pris de la confiance aussi en son striking. Et on en parlait, je ne sais plus pour quelle analyse, mais tu sens que maintenant, il veut vraiment finir les combats. C'est pour ça qu'on disait avant qu'il manquait de puissance, peut-être un peu dans ses coups. Et là, tu sens vraiment les dégâts qu'il fait. C'est que vraiment, il engage tout dans les frappes en anglaise. Oui, on en parlait pour l'analyse justement contre Makhachev, où on a vu qu'il y avait ce changement en fait d'état d'esprit. Non, mais même avant, c'était à Korean Zombie. On a vu la destruction qu'il lui a mis. Non, on a vu la destruction qu'il lui a mis avec Korean Zombie, mais c'est quand on en a parlé quand on a fait l'analyse pour Makhachev.
Ouais, C'est ouais. suite à ça que, tu vois, c'est dans la temporalité. Mais déjà, tu le vois contre Holloway. Tu vois le troisième combat où tu sens qu'il lui laisse plus du tout l'opportunité où il y a un doute, en fait, sur la victoire. Parce que sur Holloway, Volkanovski 2, tu as ce doute où tu te dis Holloway est potentiellement le vainqueur, mais dans le troisième, il n'y a plus de débat. Non. Et tu sens que c'est là, en fait, je pense, et ça va avec son mindset de champion, enfin, tu sais, voilà, de combattant, de sportif de haut niveau, où il s'est dit non, je ne veux pas revivre ça. J'ai gagné, mais on m'a remis en question, on m'a remis en doute, et donc maintenant, je ne laisserai plus cette possibilité-là, et je vais rentrer. Et tu retrouves un peu ça chez Ousmane aussi à un moment, Ouais, exactement. où le mec, il s'est dit non, ça y est, je veux plus qu'on me dise je gagne à la décision, parce que je colle à la cage, parce que ceci, parce que cela. Non, je vais venir, je sais que je peux le faire, je vais mettre KO mes adversaires. Et il y a eu d'un combat à l'autre un changement de paradigme. Et là, tu le retrouves chez Volkanovski, et je pense que là, c'est vraiment Max Holloway 2, c'est à la fin de ce combat-là où vraiment il y a eu ce changement d'état d'esprit. Où là, pour le coup, il s'est dit voilà, c'est fini, maintenant je vais détruire mes adversaires, il y aura plus d'autres choix que de les finaliser, ou alors de les mettre dans un état où c'est pas possible de dire autrement au niveau de la décision, quoi. Ouais, je suis d'accord. En termes de défense, il a un bon coup d'œil. Donc, ses mains sont hautes et ou alors il les remonte très vite. Ça, pour le coup, il est très hermétique sur sa garde. On voit quand le high kick monte de son adversaire ou quoi que ce soit, il a toujours la main très très haute, il les bloque très bien. Ça, c'est une grosse force pour lui. C'est-à-dire que bien qu'il ait un bon coup d'œil, il néglige pas la structure de sa garde, en fait. En fait, il n'a pas le choix. Avec sa taille, il était obligé d'être couvert. Surtout les kicks, il est grave exposé aux kicks. De Oui. par sa taille, il est grave exposé à tout ce qui est genoux sautés, etc. Toutes les armes que Yair Rodriguez a en plus. Ouais. Donc là, il n'aura pas le choix d'être vraiment hermétique sur chaque kick. Oui, oui. Et quand on dit hermétique, c'est pas que la garde aussi. Tu en parlais tout à l'heure. Le menton rentré, la tête dans les épaules. En plus, il est trapu. Enfin, tu sais, voilà, il a pas de cou. Et tu sens que voilà, quand il se met dans sa boule, c'est vraiment, tu sais que de toute façon, le chaos, ça vient aussi du fait que la tête bouge. Tu sais. Donc, quand tu viens et que tu rentres le menton dans les épaules au niveau de la poitrine, en fait, tu viens consolider toute la structure, ce qui fait qu'en fait, tu limites le mouvement et donc tu es beaucoup plus dur et résistant au chaos. En fait, c'est vraiment ça. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous boxez, hein, ne jamais avoir ce qu'on appelle le menton à la fenêtre. Un petit exercice bien, tiens, un petit conseil. Mettez une balle de tennis pour vous obliger à la maintenir, en fait. Maintenir la balle de tennis sous le menton. Enfin, une balle, quand j'ai une balle de tennis, une balle, quoi. Vous la maintenez, vous maintenez en fait le truc maintenu, ce qui vous oblige à avoir le menton bas. Et ça, c'est un bon conseil. Ça vous empêchera d'avoir le menton à la fenêtre parce qu'on s'en rend pas compte quand on combat ou quand on fait de la patte d'ours ou ce genre de choses. Et là, en fait, ça permet de focaliser le mental, en fait, de faire la connexion avec le cerveau, de se dire, je dois garder la balle, en fait, ici, là, quand je fais de la patte d'ours, quoi. Bref, c'était une parenthèse. Mais c'est un conseil qui peut être bon à prendre. C'est utile. C'est utile. Il a un bon jeu de tête, surtout en reculant. Tu sais, ça, pour le coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Et donc, encore une fois, face à Marachev, il a montré qu'il avait un sacré menton aussi, hein. Parce que même si il a fait l'ascenseur, en fait, il était tout de suite, il avait une récupération qui était instantanée. Et il était tout de suite, en fait, très lucide. C'est-à-dire que même si l'action continuait, et elle continuait, parce que Marachev, bon, on sait très bien, hein, dès qu'il touchait, il voulait finir l'action, quoi. Et même en reculant, même quand ça allait jusqu'à la cage, tu sentais qu'il était encore, voilà, focus sur son adversaire, les yeux bien rivés sur lui. Il savait exactement s'il fallait sortir à droite ou à gauche une fois collé à la cage. C'est-à-dire qu'il ne se laissait pas acculer à la cage. Vraiment, hop, une petite sortie, un petit décalage, ce qui lui permettait de sortir du danger tout simplement et de récupérer. Donc Ouais, là, c'est jamais de panique en fait. non, non, jamais. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il est invaincu aussi, hein. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette boxe? Non. Bah, mis à part elle est quand même en constante évolution, hein. Donc là, ce qu'on analyse là, il y aura sûrement des rajouts. Oui. C'est un bosseur de fou, Volkanovski, hein. Et en plus, j'avais lu qu'il avait recruté un champion de taekwondo pour préparer ce combat, Oui. par rapport au style de Yair. Donc je pense qu'il va nous préparer pas mal de. En tout cas, sur ça, on sait que techniquement en boxe, il vient toujours avec ce qu'il faut en termes de game plan, tu vois. Bah, dans tous les domaines, en vrai. Ouais, dans tous les C'est-à-dire, domaines. il sait s'entourer et il a l'intelligence déjà de savoir écouter
tu vois, les gens qui peuvent lui apporter une plus-value, tu sais, pour ses adversaires, que ce soit Craig Jones contre Makhachev ou que ce soit là, comme tu dis, un champion de taekwondo pour Yair Rodriguez. Tu vois, il sait sortir de sa zone de confort. C'est ça. Il ne se cantonne pas à son propre style. Il veut toujours évoluer et ça se voit à chaque combat, en fait. Ouais. Il faut rappeler qu'il a la City Kickboxing en plus. Hein, c'est le club d'Israël Adesanya. Donc pour le coup, en termes de boxe, de toute façon, on sait que, ils ont fait leur preuve. Que ça soit dans les feintes, que ça soit dans l'analyse, que ça soit dans le game plan, que ça soit dans tout. Enfin, c'est aussi une team qui est très, très intelligente. Enfin, au-delà de la technique, c'est une team qui réfléchit. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont plusieurs champions, en fait, dans leur club, tout simplement. Grâce notamment à la boxe. Yair Rodriguez. Donc, tu l'as dit, c'est la bonne transition. Tu parles du taekwondo. Donc, lui, c'est un hybride entre la boxe anglaise et le taekwondo avec un zeste de coude. J'adore le petit zeste de coude en plus. Donc, parce que quand on regarde, de coude dévastateur d'ailleurs, j'ai rajouté dévastateur parce que c'est vrai qu'ils sont très efficaces ces coudes. On en reparlera tout à l'heure. Donc, effectivement, tu regardes, tu pourrais le découper en deux. Le haut du corps, le bas du corps. Le taekwondo, c'est super au niveau des jambes, mais ils sont inexistants au niveau des points. Alors, je parle dans le taekwondo sportif. Quand tu as le taekwondo traditionnel, ils ont dans les pumse, dans leur kata, ils ont des points, tu vois, et ils peuvent toucher au corps et tout ça. Mais ça reste quand même du basique. C'est très martial. Donc on sent que derrière, il a peaufiné avec de l'anglaise parce qu'on le voit dans ses enchaînements, on va revenir dessus, mais aussi dans ses déplacements. Et on voit, c'est des déplacements qui sont typiques de l'anglaise. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est qu'il a réussi à mixer vraiment deux styles efficaces l'un avec l'autre. En fait, tout simplement pour créer en fait sa boxe au pied-point à lui. Et c'est ça qu'on aime dans le MMA. En vrai, on le dit, il y a la boxe classique et puis il y a la boxe MMA. Et en fait, lui, il fait une boxe MMA très efficace, mais grâce à deux styles complètement différents qu'il a mixés. L'essence même de la discipline, quoi. Mixed martial art. Donc, il est principalement en droitier, mais il peut aussi switcher de garde, pour le coup. Ça, on le retrouve dans les deux gardes. En général, on va le retrouver en garde de gaucher quand il va entamer une petite action où il va avancer sur son adversaire, en fait, tout simplement. Plus en mode taekwondo, justement. Mais sinon, dans le combat, il se met dans sa garde de droitier. En fait, tu as l'impression que quand il est en garde de droitier, c'est parce qu'il sait qu'il peut envoyer son anglaise et donc il se met dans sa garde de droitier d'anglaise. Et quand il se remet en mode taekwondo pur, ça arrive plus rarement, à ce moment-là, il peut switcher de garde avec une garde qui va être justement beaucoup plus droite. C'est marrant hein, parce que tu vois quand il fait la bascule de l'un à l'autre, une garde qui va être un peu plus ramassée, on va dire, quand il est en anglaise et quand il est en taekwondo, les jambes un peu plus droites. Voilà, avec plus de sautillement. Donc c'est marrant, c'est intéressant à décortiquer. Il a un bon timing, donc lui aussi, surtout en contre synchrone, soit avec son jab, soit avec ses calf kicks. Donc ça, c'est quelque chose qui fait énormément, surtout en début de combat. Quand l'adversaire avance sur lui, il envoie des calf kicks, mais de l'espace, avec sa jambe arrière. Mais limite, c'est calf, limite le genou, tu vois, où tu sens qu'il veut détruire les appuis de son adversaire. Pour le coup, il a beaucoup de puissance dans les jambes, donc il martyrise avec ça. Et comme il est très grand et qu'il a quand même de la longe, puisque 1m80 d'allonge, c'est quand même important dans la catégorie, il a aussi ce jab qui est magnifique, qu'il arrive à mettre dans l'échange. Ouais. Ouais, franchement, il a une boxe compliquée. Hein. En fait, il a une boxe difficile à lire parce qu'il a plusieurs angles de frappe. Ça vient de tous les côtés, surtout par ses jambes, en fait. Mais c'est vrai que quand il est à distance de jambes, il est très difficile à gérer. Oui. Surtout quand il est en confiance, lui aussi. Son calf kick, il l'envoie justement pour feinter le high kick. On en parlait tout à l'heure avec Volkanovski. Mais c'est le même travail pour Yair Rodriguez, c'est qu'il va te focaliser sur les dégâts qu'il va faire sur la jambe pour ensuite envoyer le high kick. La différence avec Volkanovski, c'est que c'est limite instantané. Il va envoyer le low kick, boum, et puis il va monter sur le high kick. C'est-à-dire la feinte va préparer le coup d'après. Yair Rodriguez, il va s'attarder un peu plus sur le calf kick et puis d'un coup, bam, il va monter en high kick et puis il va redescendre. Ça va être beaucoup moins systémique, tu vois, si on peut le dire comme ça.
Donc voilà. Avec ses jambes, il peut tout faire, du plus basique au plus compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il est capable d'envoyer des front kicks, comme on a l'habitude de voir, tous les coups de pied circulaires, il n'y a pas de problème. Coup de pied retourné avec une vitesse folle. Mais il est capable aussi d'envoyer des doubles coups de pied, des coups de genoux sautés, surtout quand l'adversaire il est à la cage, quand il a réussi à acculer l'adversaire à la cage, c'est là où il va envoyer le coup de genou sauté. Il peut envoyer des coups de pied 360. C'est comme ça qu'il connecte Emmett, hein, avec un coup de genou sauté. Hein. Oui. La soumission qui suit, elle est due au fait qu'il n'a pas récupéré. Oui, c'est ça. Donc, de toute façon, il est opportuniste. Hein. On le verra tout à l'heure au sol, c'est plus de l'opportunisme que de la technique pour le coup. Mais là, donc, il a profité effectivement du moment où il l'a connecté. Il est capable d'envoyer des coups de pied 360. Donc là, c'est typique taekwondo en fait. Tous ces coups de pied acrobatiques du taekwondo qui ne sont pas que esthétiques en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on envoie un coup de pied 360, il y a la vitesse de rotation qui maximise la puissance du coup de pied, pour le coup. Sauf que personne ne le fait parce que c'est dangereux et que si tu n'es pas dans le bon timing et que tu n'as pas la bonne vitesse pour le faire, tu vas te faire contrer. Mais quand tu es un maître de la discipline du taekwondo, il ne faut pas s'en priver. Enfin, tu le vois, son coup de pied retourné, par exemple, quand il part, c'est instantané. Et la rotation, elle se fait tellement rapidement que si tu te retrouves sur le chemin de son coup, de son talon quand il va arriver, mais tu vas tomber tout de suite. De toute façon, on le voit. Dans le taekwondo, il y a, malgré le casque, énormément de KO. Donc, on sait que les coups du taekwondo sont efficaces. Et tu peux retrouver aussi, alors c'est taekwondo, mais c'est un peu Kyokushinkai aussi. Tu sais, quand il envoie des coups sacrificiels un petit peu, où il va venir, il va se jeter en avant, un peu en salto avant, en espérant que le coup de pied, le talon puisse toucher au passage. Ou alors il va faire un salto, il va faire comme s'il faisait une reprise de volée en football, tu sais, acrobatique. En ciseaux, c'est risqué. Ça marche pas spécialement, mais il le tente. Alors, il le tente et il le tente dans deux circonstances, dans deux situations. Et c'est marrant parce que c'est les deux opposés à chaque fois. Soit c'est quand il est en pleine confiance et qu'il sait qu'il est intouchable et dans ce cas-là, il se permet de lancer ses kicks acrobatiques. Soit au contraire, il sait qu'il a perdu le combat, qu'à la décision, c'est mort. Et il tente le tout pour le tout en envoyant, on se dit, si ça passe, ça passe. Et en vrai, il a raison. Si ça passe, ça passe. Non, pour le coup, c'est un combattant qui tente sa chance jusqu'à la dernière seconde, Rodriguez. Ah on l'a vu contre Korean Zombie. On l'a vu, ouais. Dernière seconde. On peut pas faire mieux. Là. Ah, pour le coup, tu vois Korean Zombie qui est en PLS. Donc oui, non, ça c'est clair. Donc ça c'est ça qui fait le sel de ce combat, c'est de savoir est-ce qu'il va être en capacité en fait de surprendre Volkanovski avec ses kicks. Ouais, mais en fait le petit point faible de ce jeu-là, c'est que pour kicker, tu as besoin d'espace. Oui. On le sait, tous les kickers ont besoin d'espace. Et ça devient plus difficile quand tu leur mets la pression. Volkanovski peut lui mettre la pression. On le sait. On est d'accord. Donc ça peut être compliqué en boxe. Maintenant, il a, comme tu as dit, il frappe aussi des points. Il a des bons points, il a des bons déplacements. Il peut reprendre le centre. Mais le conserver, c'est compliqué quand même. C'est marrant parce que tu me fais ma transition. Donc c'est parfait parce que j'allais passer sur le niveau d'anglaise. Donc, niveau d'anglaise, il a un gauche-droite qui est magnifique et qui fait mal. Ça, c'est sa grosse arme en anglaise, c'est ses coups en ligne. Et quand il envoie son gauche-droite, tu sens que ça ébranle à chaque fois. Je sais plus, j'ai plus d'exemples en tête de combattants. J'ai vu trop de ces combats, mais à chaque fois, quand il y en avait un, je sais plus qui c'était. À chaque fois qu'il prenait le gauche-droite, à chaque fois tu le voyais, il partait en arrière. Vraiment, tu sentais que ça lui faisait mal, tu vois. Donc, même à Holloway, il l'a mis plusieurs fois. Hein. Oui, tout à fait. Holloway, c'est vrai, dans le premier round surtout, où il envoie très bien ce gauche-droite. Son jab, très efficace, donc on l'a dit tout à l'heure, en contre-synchrone, surtout, et son crochet du bras avant. C'est surtout pourquoi il envoie beaucoup son crochet du bras avant, donc de son bras gauche, puisqu'il coupe l'angle sur la gauche. Et c'est là où on va parler un peu de ses déplacements d'anglaise, c'est-à-dire qu'il a cette faculté à s'extraire sur la gauche, mais tu sais, de deux manières. Soit avec son crochet et il part en rotation, d'accord ? Soit il va juste présenter son épaule et comme il a présenté son épaule, derrière il va reculer en fait, il va faire des petits pas en arrière, ce qui lui permet de sortir de l'axe. Et ça c'est un déplacement, c'est vraiment
C'est typique de l'anglaise. Tu sais, c'est le type de choses que tu peux voir chez Lomachenko, qui va pas le faire forcément de ce côté-là, lui. Il va plus rentrer, présenter son épaule et partir de l'autre côté. Mais là, avec Yair Rodriguez, il le fait systématiquement ici. Et on le voit, hein, et il s'éclate parce que ça le fait rire. En fait, à chaque fois qu'il est dans l'échange, boum, il fait son petit décalage, il tourne ses hanches, il présente son épaule, ce qui fait qu'il a le menton dans l'épaule, il n'est pas en danger. Et derrière, hop, il recule et il passe derrière son adversaire. Et c'est là où tu disais qu'il arrivait à reprendre le centre. Et c'est grâce à ce déplacement-là. Donc, son jeu de jambes, il est vraiment bon. Il a un bon footwork. Vraiment, et ça se ressent. Pour le coup, parce qu'il a réussi pareil, à mixer les deux footwork, celui de l'anglaise et celui du taekwondo. Celui du taekwondo qui va lui permettre de casser la distance en grappillant beaucoup de terrain d'un coup. Et celui de l'anglaise où justement, c'est quand dans une distance plus rapprochée, où il va pouvoir se permettre de, hop, avec son footwork, tac, de sortir, de couper l'angle et de ne pas se faire coincer à la cage. Ah, je suis d'accord. Donc ça, en fait, c'est là où c'est intéressant pour moi parce que Volkanovski, on sait qu'il impose une longue distance. Et justement, oui. sa force à lui, c'est de casser la distance plus rapidement que ses opposants. Sauf que là, Yair, quand ça sera à distance lointaine, il a aussi cette capacité de casser la distance ultra rapidement avec des kicks. Oui. Et je pense que c'est la première fois où il y a quelqu'un d'aussi rapide que Volkanovski pour casser la distance. Pas avec les mêmes armes, mais en tout cas, il peut la casser aussi, la distance. Oui, parce que Holloway, en termes de boxe pure, il est meilleur que Yair Rodriguez. Mais par contre, il va s'approcher de toi. Ouais, tu sais, il va rentrer. Il est pas rapide, Holloway. C'est pas un combattant explosif, c'est qu'il va te saouler sous les coups, en fait, à la manière d'un Diaz. Ouais, il va être précis, en fait, sur ses coups. Mais là, c'est vrai que là, tu as un combattant qui va être ultra véloce, de toute façon. C'est ça. La panthère. La panthère, il va te sauter dessus. Ça lui va bien. Ouais, ça lui va bien. Ça va bien. Donc, c'est vrai. Son anglaise, elle est variée. Donc, pour le coup, parce qu'elle est très complète. Hein. Là, on parle de ces armes-là qui sont ses armes principales. Mais uppercut, crochet, des enchaînements, là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, pareil, comme avec ses jambes, il sait tout faire. Il y a même des fois, il envoie des coups de poing marteau. Tu sais, on l'a déjà vu faire. Oui. Ou de debout, il va envoyer des coups de poing marteau, donc redescendant. Ce qui est intéressant, en vrai, de faire ces frappes-là, parce que déjà, c'est pas orthodoxe. Donc pour le coup, pour bloquer, bah, c'est pas le genre de coup que tu as l'habitude de bloquer, déjà. Et puis, ça passe au-dessus de la garde. Mais tu peux pas les anticiper en plus, puisque tu les as jamais vus. Tu n'as jamais vu ça arriver, donc tu n'es pas prêt à voir ça. C'est hors de ton champ de vision en plus. Quand je faisais du kung-fu, on apprenait à faire des up and down, tu vois, comme ça. Hop, si vous avez l'image, hop, voilà, je faisais des trucs comme ça là. Donc pour bloquer les coups de poing marteau de Yair Rodriguez, ça peut le faire. Hein, ça peut le faire. On va tester en situation réelle. C'était mon passé. Voilà, j'avais pas encore parlé de ma vie encore. Mais oui, j'ai fait du kung-fu. Donc voilà. Et on faisait des blocages out, in, voilà, des trucs un peu martiaux comme ça. Et voilà. Mais en même temps, tu peux rajouter ça dans ton escarcelle, tu vois, certains blocages un peu différents, des angles différents. Pas sûr. Ah, non, pas sûr. Mais bon, voilà, ça fait partie du cheminement. Tu vois, il n'y a pas que les sports de combat. Il y a aussi les arts martiaux. Faut pas oublier la genèse de la chose. D'accord? La base. Mix, martial art. OK? Arts martiaux. Pas mix sport de combat. C'est vrai. On est d'accord? Bon, bah voilà. Ah, j'ai passé mon coup de gueule. Le mytho de jutsu. Si vous m'écoutez, vous êtes là. Vous êtes dans mon cœur. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, je me suis perdu avec toutes ces conneries. Bah oui, avec tes conneries. Et donc, il envoie, effectivement, il a une box variée. Et je le disais, il l'agrémente aussi. Alors, je sais plus où est la ligne, mais je sais que j'avais vu ça. Avec des coudes. Et tout à fait. Des coudes qui sont redoutables. Parce que tout simplement, eux aussi, ils sortent un peu de l'ordinaire. Donc, il a des coudes classiques où il va envoyer son coup de coude de base. Mais il a aussi ce truc où il va absorber son adversaire. Il va le laisser venir à lui. Et quand il est là et que l'adversaire a l'impression qu'il va le toucher, il descend sur ses appuis et coup de coude remontant. Donc, c'est merveilleux ce qu'il fait. Parce qu'il arrive à développer une puissance dans ses coups de coude qui vont chercher la pointe du menton. C'est des potentiels KO à chaque fois que tu avances sur lui. Alors, la première fois que j'avais vu ça, date, c'était Anderson Silva, au Cage Warrior, je crois, qui avait mis un KO comme ça. Où il descend, il remonte avec le coude. Et c'est vrai que c'est dévastateur comme coup. Déjà, en fait, tout ce qui vient du bas vers le haut, en général, c'est dévastateur. Un uppercut ou autre. Parce qu'on ne le voit pas arriver. Mais là, le fait de le faire avec le coude, franchement, c'est chaud. Et en plus, il le fait, comme tu as dit, sur l'avancée de l'adversaire. Ce qui fait qu'il s'empale encore plus dessus.
On l'a vu, encore un zombie, comment il s'écroule. Dernière Oui, Korean seconde. Zombie qui dominait complètement le combat. Ils arrivent effectivement à 30 secondes ou 20 secondes de la fin, Korean Zombie qui lève les bras, genre ça y est, on a fini. Et puis il y a Rodriguez qui fait OK, on a fini, mais on fait un dernier échange. Et 8 au lieu secondes. de tourner autour, ouais, c'est ça, c'est vraiment, puisqu'il y a la cloche qui sonne, quand il tombe, il touche le sol, la cloche elle sonne. Donc t'as Korean Zombie qui vient, qui avance sur lui et qui lance son dernier, et on ne sait pas pourquoi, son dernier assaut. Et lui qui accepte ça, qui se met en boule. En plus, tu sais, dans le langage corporel, ça fait vraiment, tu sais, tu vas le suivre parce que tu te dis, il se met en boule, ça y est, j'ai gagné. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, au moment où tu le suis et que tu vas donc descendre tes points parce que tu descends avec lui, en fait, tout simplement, bah là, t'es plus du tout rentré, en fait, t'es plus du tout en protection. Et là, boum, t'as le coude qui remonte entre tes points. Et salut, merci, bonsoir, quoi. Même sur une Donc, phase où tu voudrais le saisir, tu vois. ouais, Quand tu vas ouvrir pour le saisir, tu prends le coup de coude. En plus, il n'a pas besoin de. Sur ce type de coup, tu n'as pas besoin d'armer énormément, tu vois. Vu qu'il descend, en fait, il a juste à remonter le bras. ouais. Donc très, 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 très intéressant ce coup de coude. Il faut surtout pas lui courir après, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas le suivre, il faut que tu sois toujours faut que tu sois compact. Enfin, tu vois, faut que toujours que tu sois avec cette notion de défense où faut pas lui rusher dessus. Si tu lui rushes dessus, c'est mort. Donc, à voir. Ah, pour quelqu'un qui se lance beaucoup comme Volkanovski, en fait, moi, à chaque fois, moi, c'est ma plus grosse crainte, elle est là. De tout, de ses jambes, de tout, de tout, de tout. C'est juste ce coup de coude. Je pense qu'il l'a anticipé de toute façon et qu'il a fait en sorte de le prendre en compte. Mais il faut garder sa concentration sur 5 rounds. C'est vraiment ça. C'est clair. En termes de défense, il a une bonne garde. Il sait bien garder le point arrière haut. Tu sais, même quand il frappe. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté dès les premières secondes de mon analyse. C'est que son point arrière, quand il envoie son jab ou son crochet, il est bien scotché à la tête. Et donc pour le coup, dur de le contrer de ce côté-là. Et voilà, c'est vraiment sa principale défense. Quand il est acculé à la cage, il va se mettre en boule, ou même au sol, hein, mais quand on reste sur des phases de frappe, il va se mettre en boule, il va se mettre en fili, souvent, où il va protéger le corps et la tête et va mettre le menton dans l'épaule. Et derrière, jusqu'à laisser passer un peu la tempête et ensuite essayer de s'extirper. Il aime pas trop la pression, hein. Non. Tu sens qu'il y a il y a un temps, on en parlait, c'est quand on en parlait quand des boxeurs quand on parlait du jiu-jitsu sur le dernier podcast d'actu, quand on disait est-ce que tu acceptes les frappes ou est-ce que tu les acceptes pas. Là, tu sens que lui, par exemple, ça doit être un travail qu'il a fait sur le long terme. Tu sais, où il a encore un peu de réminiscence de mince, je suis collé à la cage, on est en train de m'avoiner, je me mets en boule. Tu sais, cette réaction de défense où t'es pas là, en fait, tout de suite lucide à essayer de sortir tout de suite. Mm. Lui, il a besoin d'un moment où voilà, oh putain, j'ai pris la foudre, je prends la foudre. Allez, faut que je sorte. Tu vois, tu sens qu'il y a ce temps de réflexion dedans. C'est pas un moment où il est à l'aise et c'est pas un moment où il va te contrer. Tu vois, il va te contrer quand c'est dans l'échange, quand tu Ouais, ouais. démarres l'échange, mais quand l'échange il est engagé et que tu prends une volée, là tu sens qu'il n'est pas à l'aise. Ouais, clairement, c'est là son point faible. C'est quand il est dans l'échange à mi-distance où t'envoies. Et en plus, quand l'échange il dure. Quand Oui, l'échange il dure, c'est fini. ouais. Ouais. Bon, il arrive à s'extirper la plupart du temps, sinon il n'aurait pas ce ratio-là. Mais tu sens que c'est pas naturel chez lui. Donc bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mister? Non. Non, non. Il est un peu ouvert quand il envoie les kicks. Mais bon, c'est logique, ça, hein. Ça va avec le Oui, fait quand on voit les kicks, tu es forcément ouvert. Mais si tu les acceptes, tu peux le timer sur les kicks. oui, oui. Bah comme pour tous les kicks en vrai, hein. Enfin, tu sais, là Ouais, mais on a comme lui en envoie énormément, ouais, t'as plusieurs opportunités. En fait, le pire, c'est de craindre ses kicks, en fait. Si tu crains les kicks, t'es mort. Et quand tu t'affrontes un kicker, tu vas avoir mal. C'est ça le ouais. truc. Faut se mettre ça en tête. Quand t'affrontes un mec, même comme Barboza ou autre, tu sais que tu vas prendre des kicks, tu vas avoir mal, ça va claquer. Si t'es pas prêt à ça, c'est compliqué. Maintenant, Volkanovski, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Volkanovski, il a affronté, on l'a dit, José Aldo. José Aldo niveau kick, enfin surtout niveau low kick,
Je crois que rares ont fait autant de destruction que lui. Enfin, tu vois. Donc pour le coup, il sait à quoi s'attendre. Il a le mental pour. Il est dur au mal. Moi, j'ai pas Non, pas non, et trop. puis attends, il se part avec Adesanya et autres. Donc, je pense qu'en termes de kick, voilà quoi. Adesanya, il est surcoté. Ouais, je pense aussi. C'est vrai. C'est vrai. On sait que sa grande force, c'est le sol, Adesanya, de toute façon. Piètre analyste. Pour ce combat, qui domine en boxe? Volkanovski. On est d'accord. Ouais. Volkanovski avec toujours vigilant. En fait, ça va jouer sur ça. S'il est vigilant du début à la fin. Parce qu'il y a toujours sur un mec opportuniste comme ça, il y a toujours un petit danger. Mais sur l'ensemble des 5 rounds, plus ça va durer, en plus, plus il va s'asseoir, sa domination. Donc, Volkanovski. C'est exactement ce que j'ai mis. Sauf que j'ai pas dit plus il va asseoir sa domination, j'ai dit plus il va le punir. En fait, c'est vraiment ça. C'est que Volkanovski, plus il rentre en confiance et plus il punit son adversaire, quoi. C'est vraiment c'est dur à voir, même tellement c'est à sens unique au bout d'un moment. Donc j'ai hâte de voir ça parce qu'en plus, Rodriguez, c'est pas quelqu'un qui craque. Tu vois, il peut tenir les 5 rounds sous la pression, même sous une salve de frappe. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, vraiment de voir s'il tient ces 5 rounds. Oui, Donc, on verra ça. on En va tout cas, voir en ça. striking, ouais, Volkanovski. Ouais. Lutte. Donc, Volka. Lutte en majorité défensive, pour le coup. On sait, il a envie de rester debout. De toute façon, son jeu, il se fait debout. Donc, c'est plus lui ne pas tomber que d'être offensif. Là encore, on a vu un petit changement dans sa façon de lutter. Il utilisait beaucoup plus sa lutte avant, où il venait beaucoup plus contrôler à la cage. Oui. Là, il le fait beaucoup. Là, maintenant, c'est clairement un striker. Ouais, je suis d'accord. C'est quasiment à 100% un striker. Ça, franchement, il colle de temps en temps, mais même pas pour amener, en fait. Non, il va coller plus pour changer un peu le rythme du combat, C'est quoi. ça, c'est ça. Voilà, tiens, j'ai envie de coller un petit peu et puis voilà quoi. Bah, justement, offensivement, c'est des queues pour contrôler à la cage. Bah, voilà, c'est ce que j'ai mis. Hein. Et envoyer quelques genoux, des coudes avant de rompre le contact. En fait, c'est vraiment histoire de faire quelques dégâts comme ça. Genoux, coudes, ils rompent le contact et puis il est reparti. Ils rompent le contact toujours intelligemment hein, de toute façon. Il n'y a jamais un moment de danger quand il est en rupture de contact. Donc, qu'est-ce que je veux dire en défense, il est bon car il est stable. Et on sent que c'est un ancien rugbyman. Hein, de toute façon, on voit ses cuisses, on l'a compris. Il arrive à stopper les tentatives souvent grâce à son bras droit qui va mettre sous l'aisselle de l'adversaire. En fait, c'est vraiment ça. Tu te rends compte qu'en gréco, il est d'une puissance. Enfin, tu vois, sur le haut du corps. Quand tu rentres dans les jambes, il rentre le bras droit sous l'aisselle, il te soulève. Même un Makhachev n'a pas réussi à l'amener, quoi. Ou difficilement. Tu sentais que dans le rapport de force, il était déjà plus fort que le plus fort des lightweights. Non, non, mais après, c'est son domaine. Hein. Il est champion d'Australie de Gréco. Donc, lui, Ouais. à la base, c'est un mec de la Gréco. Et justement, tu vois qu'à la cage, il est très difficile à amener. Et les rares fois où il se fait emmener, c'est à l'ouvert, en fait. Quand tu le shootes sur son entrée, où Makhachev, il l'emmène au 4e round, Ouais. quand il rentre. Il y a, et je crois qu'à l'époque, c'était Chad Mendes. En fait, c'est rare, tu vois, qu'il se fasse amener. C'est très rare. Mais à Ouais. l'époque, c'était Chad Mendes qui l'avait timé pareil. Mais sinon, c'est compliqué de l'amener. Très Et puis, compliqué. il se fait amener par les pontes en lutte de la catégorie, enfin de ces catégories, quoi, tu vois. Donc, Ouais. parce que Chavez aussi, c'était réputé Ah, pour être. il y a Ortega qui l'a amené. Ortega l'a amené aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais Ortega, Avec un crochetage. voilà, il a des amenées qui sont différentes. Enfin, tu vois, c'est pour le coup, il a son style. Donc, il peut surprendre aussi. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, attention, parce que il a passé un cap là dans les défenses avec son combat contre Marachev, là justement. Pour le coup, là, On est celui qui va d'accord. dans sa catégorie, il faut qu'il s'accroche. Parce que là, même dans les scrambles, enfin surtout dans les scrambles, dans le fait de justement de mettre les bons crochets quand il faut, dans le bon timing, d'arriver à remonter sur l'adversaire, enfin, là, il va devenir très très compliqué. Déjà que quand tu l'emmenais au sol, il était déjà très réactif pour se relever ou pour se mettre dos à la cage et se relever. Enfin, tu vois, il avait une bonne capacité à se remettre debout. C'est-à-dire que tu l'amènes certes, mais derrière, tu capitalises pas trop sur ce que tu as fait, sur l'amener.
Mais alors là, ça va être compliqué. Là, la seule erreur qu'il a faite contre Makhachev, c'est quand il a voulu marcher jusqu'à la cage, tu sais, à quatre pattes, en se disant je vais me mettre près de mon coin qui va me corriger. Et en fait, c'est l'erreur qu'il a faite parce que Makhachev, il a juste eu à suivre, à mettre les crochets dans le temps. Donc, mais s'il fait pas cette erreur-là, honnêtement, sa défense de lutte, elle était extraordinaire. Enfin, franchement, c'est une des meilleures défenses de lutte qu'on a vues depuis bien longtemps à l'UFC. Bah surtout contre ce style, en fait, où personne n'avait de solution. Ouais. Donc bon, en tout cas, connaissant la lutte de Rodriguez, il y a zéro risque qu'il se fasse amener. Non, franchement. D'ailleurs, on peut passer à Rodriguez parce que finalement, en lutte, mis à part le contrôle à la cage qui est hyper solide, et que lui, c'est quasi. Dans sa KT, c'est quasi impossible de le contrôler. Il va inverser la position. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la lutte de Volkanovski. Et sur la lutte de Rodriguez non plus. Bah déjà, moi, j'ai commencé par dire c'est pas son fort. Pas du tout. J'ai mis très limité. Ouais, bah voilà, on est d'accord. Il ne cherche pas à amener. Alors, j'ai mis 90% du temps parce que ça lui arrive de temps en temps de tenter une amenée, un double, ou alors s'il saisit une jambe, d'amener au sol, mais ça reste vraiment à la marge et encore une fois, c'est de l'opportunisme. Lorsque l'adversaire le ceinture, il place son whizzer, c'est le seul truc qu'il fait en fait. Il place son whizzer, donc son overhook, et derrière, il cherche à faire un espèce d'ushimata, mais c'est pas forcément pour amener. Si ça tombe, ça tombe. Si ça tombe pas, il crée de l'espace pour rompre le contact en fait. C'est plus pour empêcher l'adversaire de s'installer que pour amener particulièrement. D'ailleurs, enfin, c'est quelque chose qui est très utilisé, que ce soit à la cage ou que ce soit contre quelqu'un qui viendrait ceinturer, de faire ce petit mouvement-là, justement, d'Ushimata, où on vient, en fait, mettre sa jambe en barrage. C'est une technique de judo, en fait, espèce de hanché où tu viens mettre ta jambe en barrage et tu vas déséquilibrer ton adversaire vers l'avant, ce qui fait que forcément, bah, il peut pas rester forcément aussi dur sur son ceinturage, par exemple, et ça permet de créer de l'espace pour rentrer le bras après, revenir face, remettre le underhook, rompre le contact. Enfin, c'est surtout c'est ça. En fait, il l'utilise plus en action-réaction que pour réellement amener. Ouais, je suis d'accord. Et en défense, alors il sait être stable, hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui a de bonnes jambes, qui a des bons appuis, hein. On l'a dit, il a un bon footwork. Le taekwondo lui a donné aussi une certaine stabilité. Donc il sait être stable, sauf si tu le prends dans le bon timing. C'est vraiment, voilà, s'il te voit venir, il va réussir à rester debout. Par contre, dès que tu lui rentres dedans dans le bon timing, c'est fini, il a les fesses au sol et là-dessus, il y a pas de. On l'a vu avec Holloway. Hein. Holloway qui l'a amené je sais pas combien de fois. Alors qu'Holloway, il lutte bien, il sait tout faire Holloway, mais c'est pas le meilleur des lutteurs non plus. Ah, c'est pas le meilleur des lutteurs, mais je trouve que, tu sais, justement, on minimise sa lutte. Non, il lutte très bien Holloway. Hein. Il a un excellent sol et il a une excellente lutte. Ah, il a un excellent sol, ça c'est clair. C'est pour le coup, justement, en fait, je pense que s'il décidait de mettre plus de lutte et de sol dans ses combats, il serait pas dégueu. Tu vois, c'est juste que il prend plus de plaisir, il est plus efficace en boxe, comme beaucoup en vrai, hein. Comme beaucoup qui sont dans ce cadre-là. On le redit, Conor McGregor. Enfin, tu sais, tout le monde dit qu'il est dégueulasse en lutte ou au sol, mais parce qu'on s'arrête sur le fait qu'un mec comme Khabib a réussi à l'amener au sol. Mais quand on voit son niveau de défense premier round, bah, c'est exceptionnel. Et quand on voit par rapport à d'autres, enfin, si vraiment il avait été nul en lutte, tout le monde l'aurait amené au sol et il aurait perdu ses combats. Tu vois, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue. Tu vois. Non, mais après, lui c'est un cas à part. Lui, il le fait pas par cardio, en fait. Il tiendrait pas le rythme s'il luttait un mec comme Conor. Alors qu'Holloway, il peut. Il nous l'a montré. On sait que Holloway, en termes de cardio, il est inépuisable. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de ces combattants-là qui sont sous-estimés sur d'autres aspects du combat, alors qu'ils les maîtrisent parfaitement. non, c'est clair. Mais en fait, je vois pas Holloway au-dessus de Volkanovski en lutte. Ouais. Ça veut dire que si Holloway a réussi à le timer en lutte, je vois Volkanovski le timer en lutte s'il veut. Ah oui, s'il a envie de descendre, il descendra. C'est pour ça que je parlais de ça. C'est que voilà, s'il veut l'amener, il l'amènera. Je suis d'accord. À la cage, il se met souvent en boule, justement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec sa garde Philly. Et il bouge en fait de façon circulaire. En fait, il essaie de passer en dessous de l'adversaire. C'est un peu, voilà, il va gigoter en fait pour essayer de pas être contrôlé plus que ça, quoi. Donc c'est un peu ce jeu-là où il va profiter en fait encore une fois de ses déplacements
de ses mouvements de hanche pour essayer de s'enfuir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fuit en boxe, enfin qu'il sort, qu'il coupe l'angle. Hein. C'est parce qu'il déteste être à la cage. Donc il est proactif là-dessus et c'est pour ça qu'il s'échappe sur la gauche. Par contre, le problème, c'est qu'il s'échappe, qu'ils sont en garde de droitier ou de gaucher, il s'échappera toujours sur la gauche. Toujours. Je crois ne jamais l'avoir vu faire une rotation sur la droite. Jamais. Autant Volkanovski, il va d'un côté pour repartir de l'autre. Donc, on sait qu'il peut aller des deux côtés. Autant Rodriguez, j'ai essayé de marquer mon attention là-dessus et il part toujours à gauche. Ah ouais. Donc, pour pas attention. Ouais. Donc voilà. Pour ce combat, Volkanovski, on est d'accord? Oui, Volkanovski, clairement. Ouais. Malheureusement, je crois que dans tous les domaines, Volkanovski, clairement. Sol. Donc, Volkanovski. Pareil, sol défensif. Enfin, encore une fois, son but, c'est pas forcément de rester au sol, en tout cas d'aller chercher la soumission. Enfin, c'est pas un grappleur dans le game du MMA, quoi. Il est très mobile, il est explosif tout de suite pour placer le bras sous l'aisselle. Enfin, si jamais il doit se relever. Donc c'est. Tu parles s'il est en dessous là? S'il est en dessous. Ah ouais, s'il est en dessous, franchement pour le contrôler, c'est quasi impossible. Voilà, bras sous l'aisselle, il se remet debout, enfin il se remet à genoux et puis c'est reparti. Soit il part sur le scramble, enfin en tout cas voilà, il renverse la situation et puis après il va soit se relever, soit chercher le grand end-pend. Tu vois, c'est une possibilité aussi pour lui. Il est difficile à contrôler, il a un gros mental de défense, de soumission. Ça, on l'a vu et contre Ortega avec le bras-tête, la guillotine, surtout la guillotine, où elle était le triangle. À mort. Le triangle, ah oui, oui, parce qu'il y a eu le triangle aussi. Ouais, j'ai regardé une vidéo là sur YouTube où ils ont noté le temps où il reste dans la soumission verrouillée. Il est resté 31 secondes dans ces deux soumissions verrouillées, mais verrouillées à mort. Ouais, verrouillé. Sa tête, les veines, elles sortaient et tout. Le crâne était rouge. C'est une dinguerie. Oh putain, la carrière est devenir gyrophare. Donc effectivement, il y a ça. Mais là, on l'a vu aussi contre Makhachev. Enfin, le mec, il a un round complet Makhachev dans le dos et qui essaye de l'étrangler. Et c'est lui qui est limite dominant alors qu'il a son adversaire dans le dos. Enfin, avec ses frappes. Enfin, le mec était. Mais parce que tout était pensé, et on en a parlé dans le débrief de ce combat-là, tout était pensé pour empêcher Makhachev d'être dans une position favorable à son étranglement. C'est-à-dire que même jusqu'au niveau du placement de la tête, faire en sorte que la tête de Makhachev ne se retrouve jamais entre le sol et lui, tu sais, où il venait vraiment faire l'effort de mettre lui sa tête entre le sol et celle de Makhachev. Tu vois, rien que ces choses-là pour qu'il puisse ensuite essayer de sortir ses épaules et de s'extirper en fait épaule au sol pour essayer de quitter la position du bodylock. Enfin du triangle au corps plutôt, c'est tout ça, c'était réfléchi. En fait, tous les points de contrôle possibles pour éviter d'être dans une situation où il va se faire soumettre, tout était là. Même dans le premier round, je crois, où il y a un moment, il est sur un écran. Dans le premier round, il prend la mâchoire, mais. Mâchoire, ouais. Et donc même là, il vient et il sait très bien comment se positionner. Il pousse le bras vers le ciel pour justement faire en sorte que ça soit la mâchoire du haut et pas la mâchoire du bas qui soit impactée, parce que la mâchoire du bas, c'est celle qui n'est pas celle qui bouge de toute façon. Donc c'est celle-là qui va créer la torsion et qui va créer la douleur au niveau justement de la mâchoire. Donc tout était calculé et le mental pour rester pour tenir tout ça, quoi. Parce que souvent on craque aussi parce que le mental lâche. Lui, son mental ne lâche jamais. Donc voilà. Et quand il revient en top position, alors là, il a un grand end-pend de folie. Le fait qu'il soit justement petite taille et avec une grande allonge, pour lui, c'est exceptionnel parce qu'il peut être debout, tu sais, juste un peu accroupi. Et je revois la photo dans la garde de Makhachev où il est debout, en train de frapper avec la publication Le Roi des Nains. Incroyable. Le mec a un tout petit corps, donc il se met debout dans la garde et il envoie. Ouais. Hyper agressif, très puissant dans ses frappes, une stabilité monstre, parce que tu le renverseras pas. Encore une fois, il a des poteaux à la place des jambes, donc le mec est ultra stable. Donc non, une fois qu'il t'a en grand end-pend, c'est très très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Franchement, tu vas y laisser des plumes. Quoi qu'il arrive, tu vas y laisser des plumes. Donc quand tu sais qu'il y a Rodriguez, pareil, quand il est au sol et qu'il se fait prendre en grand end-pend, il a tendance à se mettre en boule aussi, enfin tu sais, à donner le dos et tout. Si ça arrive au sol, ça va être compliqué pour lui.
Pour moi, c'est là le plus grand écart. Ouais. Pour moi, c'est là le plus grand écart. C'est vraiment au sol. Ouais, je suis d'accord. Tu as des choses à rajouter sur. Non, t'as tout dit. Franchement, il est quasiment insoumettable. Grand endpoint de port. En dessous, de toute façon, tu peux pas le contrôler. Il remonte tout de suite. Donc, non, franchement, c'est compliqué. Hein. Au sol, il est très compliqué à manœuvrer, Volkanovski. Ouais. De toute façon, on l'a vu. Hein. Quand tu fais 5 rounds avec Makhachev alors que le mec soumet tout le monde, c'est qu'au sol, c'est une galère. Et de toute façon, il a le corps pour être une galère au sol. Petit, trapu. On sait que c'est des gabarits très difficiles à soumettre et à contrôler. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai, quand tu es petit, tu as bon chemin à parcourir quand tu dois te relever. Non, mais c'est tout bête, mais c'est vrai. Hein. Tu sais, c'est tout de suite, tu es tout de suite debout, quoi. Donc on est d'accord. Rodriguez. Donc, dos au sol. Alors, lui, sa grosse force, c'est ses up kicks qu'il envoie en fait en première intention. Tu retrouves un petit peu dans son début d'action, quand il est dos au sol, du Oliveira. Tu sais. Non, mais oui, non, bien sûr. Mais c'est clairement ça en plus. Ouais. Et en fait, avec une moins bonne garde. Hein. Avec une moins bonne garde. Mais tu vois, il va envoyer des up kicks, mais il va pas envoyer des up kicks front kick en fait. Il va envoyer des coups de talon. Ce qui est pas mal parce que sa grosse force à lui, c'est qu'il sait très bien monter ses hanches. On le dit au sol, il faut pas garder les hanches au sol. Tu vois, il faut pas garder les fesses posées au sol. Il faut monter les hanches. Et donc, lui, il envoie donc effectivement ses up kicks où il vient mettre ses coups de talon. Et l'avantage de mettre ces coups de talon là, c'est qu'en plus, bah, quand tu vas descendre pour éviter de les prendre, bah, tu tombes dans son triangle. Tu vois. Et c'est ce qui se passe avec Oliveira qui fait sensiblement la même chose, sauf que Oliveira, il a un ratio de soumission qui est beaucoup plus grand que celui de Yair Rodriguez. Et donc, tu vas tomber dans son triangle. Et là, pareil, sa grosse force, une fois qu'il est au sol, c'est sa mobilité de hanche, comme je disais, ce qui lui permet en fait d'attaquer les jujis des triangles, triangle inversé de temps en temps, tu sais, quand vraiment il est sur le côté. Enfin, il est opportuniste, c'est-à-dire qu'il va monter très fort ses hanches et il va essayer de saisir quelque chose. De préférence, un bras, une tête. Donc, c'est vraiment ça. Par contre, derrière, il finalise pas forcément. C'est-à-dire qu'il prend le triangle, il va plus poser sa jambe, en fait, prendre un contrôle, mais il n'y a pas forcément cette recherche d'aller chercher la soumission véritablement. Donc c'est assez compliqué là-dessus. Voilà, le but c'est surtout de faire reculer l'adversaire en fait, de faire en sorte de créer un danger pour qu'il recule et que lui puisse se relever et revenir dans le domaine qui lui va le mieux, c'est-à-dire le domaine de quand il est dominé, il va se mettre en boule, on l'a dit depuis tout à l'heure, il se met en turtle, soit pour se relever, enfin essayer de se relever directement en donnant le dos, soit en roulant. Encore une fois, hein, ça va avec son style, où il va chercher en fait à enrouler son adversaire avec lui pour en fait l'éjecter, tout simplement parce qu'il va pas chercher à soumettre derrière, mais juste l'éjecter et chercher après à revenir dans une bonne position pour lui. Le seul moment où il est bien, c'est quand, encore une fois, il est comment dire, en position au-dessus et qu'il est en confiance. Quand il est en confiance et qu'il est en position au-dessus, va être très mobile, il va changer beaucoup de position, il va avoir un très bon grand endpoint. Donc on l'a vu c'est contre Jeremy Stephens, où il vient, il fait des changements de position, tu sais, il fait grand endpoint, il y a Stephens qui saisit la jambe, lui il vient, il pousse la tête, il enlève la jambe et il saute tout de suite dans le dos. Tu sais, comme il fait dos à son adversaire, il saute en arrière pour lui prendre le dos. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce grappling aérien que tu peux retrouver. Il y a Galvao, un combat, tu sais, où tu le vois tourner comme ça sur son adversaire, où il saute en arrière, il prend le dos. Tu sais, il est sur tous les. En fait, il est tellement sur tous les fronts que tu n'arrives pas à le suivre. Ça va trop vite, tu n'arrives pas à le suivre. Ouais, donc, mais bon, ça faut voir contre qui après. Faut voir contre qui. Mais quand il est en confiance, qu'il est dominant, il est capable de faire ce genre de choses. Tu vois. Bon, maintenant, c'est rare. On va pas se mentir, c'est très très rare. Mais il a quand même ce grand endpoint qui est efficace quand il est au-dessus. La dernière soumission qu'il a mis, si je me trompe pas, c'est en 2014. Non, c'est contre Josh Emmett là. Ce que tu as dit là, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, mais alors c'est le Sherdog qui se foire. Il met un triangle à Josh Emmett. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en fait, j'avais ce souvenir là. Et pourtant, quand je suis remonté sur le Sherdog, j'avais cru voir la dernière soumission en 2014. Bon, c'est pour ça. Je redonne cette information-là, mais c'est vrai qu'en plus, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est vrai que j'en ai le souvenir qu'il ait mis ce triangle-là sur son dernier. Donc en 2023. 2023. 2023. Ouais. C'est sur Sherdog que tu as eu cette info? Putain, j'ai mal lu. Ouais, sur Sherdog. Je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'on fait qu'un combat. J'ai plus les yeux en face des trous, moi. Il y a trop de trucs en ce moment. Donc oui, non, effectivement. Ouais, c'est sa seule soumission à l'UFC. Hein.
Oui, parce qu'avant ça, c'était 2014. 2014, ouais. Ouais. Donc effectivement, il n'est pas réputé pour être un soumetteur, pour être un finisseur. Bon, pour ce combat, on l'a dit, il n'y a pas de doute. Au sol, l'avantage à Volkanovski. Ouais. Donc, il a l'avantage sur les 3 domaines. Sur les 3 domaines, avec le plus gros danger sur le striking. Ouais. Même si je le vois au-dessus, c'est là où c'est le plus dangereux. Maintenant, s'il veut pourrir le combat en lutte et au sol, il s'assurerait la victoire facile. Oui, je suis d'accord. Donc ouais. À côté, j'en ai pas vu plus que ça. Je ne sais pas ce que tu en penses sur les à côté. Non, la question qu'on pouvait se poser, c'était est-ce que la descente de poids de Volka va être impactée vu qu'il a combattu dans la catégorie du dessus, mais bon, c'était il y a pratiquement un an. Ouais, je crois pas qu'il ait pris une masse de fou pour affronter Makhachev non plus. Je l'ai pas trouvé ultra massif. Non, donc, je pense que ouais, donc ça va rien changer finalement. Non, je suis d'accord. Je pense pas que ça change grand-chose non plus. Puis de toute façon, faut pas oublier qu'il arrive d'un mec qui faisait plus de 90 kilos, donc tu vois, c'est pareil quoi. Donc ouais, non, mais j'ai pas trop d'à côté non plus pour le coup. Non, en plus c'est pas des combattants qui trash talk, c'est pas. Non. Mais après, tu sais, tu pourrais te dire, est-ce qu'il a encore envie dans cette KT, tu sais, vu qu'il a quand même pour objectif de monter. Je pense que le fait que ça soit quelqu'un qui n'ait jamais affronté, je pense que c'est pour lui c'est important. Enfin, tu vois, comment dire, pas important, mais ça lui donne un challenge. Tu vois, s'il avait dû affronter une 4e fois Holloway, bon, il a toujours ce côté compétiteur où de toute façon il veut être dominant dans sa KT. Mais bon, là, ça lui rajoute. Même Holloway, je pense que ça l'intéresse pas. Honnêtement, je pense qu'il a compris. L'UFC a compris, enfin tout le monde a compris. Plus personne veut voir le 4e. Non. Et là, franchement, non, moi je pense que cette KT, elle le hype bien là. Ça doit bien le remonter parce qu'il y a des nouveaux combattants qui arrivent. Donc je pense que je suis même pas sûr qu'il monte définitivement tout de suite. Non, à part pour prendre la revanche contre Marachev. Ouais, parce que quand tu vois, il y a Topuria, enfin j'ai regardé les classements derrière. Moi, Topuria, ça me botte bien ce combat. Topuria, ça me botte bien. Mais de toute façon, moi, c'est un combattant. Pas tout de suite, parce que j'attends quand même une petite confirmation de Topuria contre vraiment le gratin, tu vois. Contre un Holloway, par exemple. Ouais. En fait, Holloway, malheureusement, ça va être le gatekeeper de luxe, tu vois, pour la ceinture. Bah, vu qu'il y a de toute façon Volkanovski, Holloway, le reste du monde. Donc oui, je suis d'accord. Ça va être ça, en fait. Si tu veux, mais encore là, regarde, le gatekeeper, Holloway, il a roulé sur Yair Rodriguez qui a atteint quand même la ceinture. Mais c'est vrai, mais bon, ouais, c'est vrai en fait. Quand t'as un mec trop fort comme ça, c'est relou. Hein. Ça te plombe une KT. Ouais. Donc je suis d'accord. Topuria, moi, de toute façon, c'est un mec que j'apprécie. Depuis son combat contre Ryan Hall, en fait, je le connaissais pas. C'est quand et c'est parce que je suivais Ryan Hall que je l'ai vu et quand j'ai vu ce qu'il a fait à Ryan Hall, qu'il a annihilé complètement son sol et qui en plus l'a mis KO dans une phase où normalement Ryan Hall était censé être le plus dangereux. Je me suis dit, mais qui c'est ce monsieur, tu sais? Non, Mais qui est ce homme? Donc une anglaise de fou, un sol de fou, une lutte de fou. une lutte de fou. Non, c'est vrai que moi il m'intéresse. J'ai envie de le voir pour la suite. Ça fait partie des noms que je suis depuis longtemps. J'aimerais qu'il rouste Paddy Pimblett là, même si ça se fera jamais. Jamais. Ça se fera jamais, mais j'adorerais voir ce combat pour le coup. Mais en tout cas, ouais, non, c'est juste pour le plaisir. C'est de venir stopper Paddy Pimblett dans sa hype qui n'en est pas une, quoi. Et puis qui venge Johnny Frachet, tu sais. C'est là où j'ai le mec a des comptes à régler. Non, mais c'est parce que c'est l'anecdote, je l'ai déjà raconté, mais c'est là où j'ai découvert Pimblett, c'est quand Johnny Frachet l'a affronté il y a très longtemps au Cage Warrior et que je rentrais de vacances, j'arrive à 4h du matin, à 18h je suis sur le tapis et c'est le dernier jour de prépa de Johnny Frachet et on fait un sparring ensemble, donc je peux dire que j'ai participé à sa prépa ou pas? Il a perdu, donc. Non, je vais pas le dire alors. Et donc, et donc voilà quoi. C'était non, mais c'était l'anecdote quoi. Et donc comme j'étais là sur son dernier jour, j'ai suivi ce combat-là et voilà, c'est là où j'ai découvert Paddy Pimblett. Donc voilà. Bon bah rien d'autre de plus à dire. Niveau game plan,
pareil, hein, de toute façon, chacun va jouer sa partition. Je pense pas qu'il y ait un game plan particulier à mettre en place pour l'un comme pour l'autre. Enfin, ils sont assez complets. C'est surtout que les deux vont s'abonner en boxe. Donc, Ouais. Après, le game plan, ça serait juste Volkanovski, en fait, il a le choix. Des fois, il recule, tu vois, contre Holloway. Souvent, il recule parce qu'Holloway avance non-stop. ouais. Là, s'il veut vraiment être hors de danger de tout ce qui est kick et tout, il doit avancer. Pour moi, ça se joue sur ça. Il doit faire comme d'habitude, mais il doit avancer. Oui, mais donc il va faire quand même du Volkanovski qui avance de toute façon. Tu sais, quand il veut être dominant, il avance sur son adversaire. Ouais, ben voilà. C'est le seul truc qu'il doit faire. Après, voilà, hein, les mains hautes, vigilant tout le temps, et il va dérouler son jeu. Il va dérouler Ouais. son jeu. Moi, juste la chose, voilà, c'est ça, c'est ce coup de coude remonté là qui peut être dangereux. Sinon, le reste, c'est le seul truc où moi je me dis, ouh, tu sais, la douche froide à la fin au combat, tu sais, où tu viens, il prend le coup de coude et boum, il tombe. J'ai du mal à le voir, j'ai du mal à le croire, mais bon, ça reste quand même ça reste toujours une arme, tu sais, qui peut changer le game. Tu vois, c'est le game changer, c'est ce coup de coude. Après, je pense qu'il va gérer le jeu de jambes de Rodriguez. Et en anglaise, pareil, quoi. Enfin, c'est rien qu'il a déjà rencontré, probablement. Tu vois, même des coups de Ouais. genou sautés, même enfin, finalement, les coups de pied marteau qu'il fait, c'est plus. Il y a beaucoup de coups de pied qu'il fait, c'est folklorique. Tu vois, quand il envoie des doubles coups de pied, c'est folklorique. Tu vois, il cherche pas à mettre KO là-dessus. Quand il envoie ses coups de pied sacrificiels, pareil, il faut me dire la dernière fois où vraiment il a touché quelqu'un, il a mis KO quelqu'un avec ça. Tu vois, enfin, c'est. Non, non, moi, je le vois gérer la boxe de Yair Rodriguez sans problème. Donc, c'est quoi ton prono? Ah, mon prono, c'est Volka KO 4e ou 5e round. Je pense que ça va durer un petit peu, Tu mais penses qu'il le finit, donc? je pense qu'il le finit. Alors peut-être pas KO, mais t'es KO quoi. Tu vois, enfin quand je dis KO, c'est KO, t'es KO. Mais ouais, je pense il va user Rodriguez. Il va laisser passer le premier round et après à partir du deuxième, il va dérouler. J'ai peur qu'on voit quand je vois ce que Korean Zombie. Bon, ça remonte à loin, mais quand je vois à quel point il a usé Yair Rodriguez, quand je vois Holloway à quel point il a usé Rodriguez, je me dis que si Volkanovski il fait la même chose, ça sera avec beaucoup plus de dégâts. Et je vois, je sais pas pourquoi, mais je le vois un peu comme ce qu'il a fait à Korean Zombie justement. Ah C'est-à-dire ouais? ouais qu'il n'en puisse plus quoi, qu'il n'en puisse plus. Moi, je le vois la décision. Parce il est durable quand même, Rodriguez, hein. Ouais, Korean Zombie il est pas durable. Mais Il a ouais, mais une seule fois par justement Yair Rodriguez, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et encore, c'est vraiment sur le coup du boum, voilà, ce fameux coup de coude. Mais sinon, il a toujours été jusqu'au bout à faire la guerre et ouais, mais parce qu'il fait beaucoup la guerre. oui, mais c'est pour ça qu'on l'appelle Koran Zombie. C'est parce que le mec il tombe pas, tu vois, il continue à avancer. Donc il n'y a pas plus résilient que Koran Zombie dans la KT presque. Donc Ouais, maintenant j'arrive à voir Rodriguez quand même. Il va prendre beaucoup de dégâts, mais j'arrive à le voir toujours sortir de la zone de danger quand il faudra, pour pas se faire arrêter justement. Maintenant, je pense qu'il va finir la gueule en vrac, comme les derniers adversaires de Volca de toute façon. ouais. Mais non, pour moi, ouais, décision à mon avis. Bah écoute, hein, à voir, à voir. Mais pour le coup, ouais, je sais pas. Moi je dirais voilà, quatrième ou cinquième. Donc ça veut dire quand je dis quatrième ou cinquième, ça veut dire que potentiellement, oui, effectivement, il peut aller à la décision. Mais je pense il a ce qu'il faut pour l'arrêter. Enfin, je vois, il prend des dégâts, je vois qu'il fatigue, hein, Rodriguez, au bout d'un moment. Il fatigue. Tu le sens que les derniers rounds sont compliqués pour lui. Ouais, bah ça va avec son jeu, hein. Tu sais, quand tu Ah, kicks énormément, forcément, tu fatigues, hein. ouais. Donc voilà, mais on va voir. On va voir. De toute façon, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, Ouais, donnez-nous votre prono. donnez-nous votre prono, effectivement, en commentaire. Si vous avez une analyse qui diffère un petit peu de la nôtre, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout. Comme d'habitude, hein, likez, commentez, partagez. Les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Donc, abonnez-vous, d'accord? N'hésitez pas à nous donner de la force. Et puis voilà, quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on se retrouve vendredi pour le podcast Actu. Exactement, où on parlera entre autres, parce qu'on n'a pas encore regardé les actus et tout ça, donc on va faire le bilan demain, demain et jeudi.
puisqu'on l'enregistre jeudi. Et donc, on va parler de Benoît Saint-Denis. Ah bah forcément, quelle performance. Et oui, c'est pour ça qu'on n'en parle pas tout de suite, mais voilà, spoiler alert, on va en parler forcément vendredi, parce que voilà, c'est un Français qui fait ça, on ne peut que en parler. Donc voilà, merci à tous. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.